Philippe de Surmont, vous êtes président du directoire de SMA Gestion. Alors, question que j'ai envie de comprendre. 2018, on nous annonce que l'économie mondiale s'est bien portée et pourtant, lorsque je regarde la performance des marchés financiers, elle est mauvaise. Pourquoi ? Alors, premier point, le lien entre l'économie et la bourse, il est réel, mais il n'est pas linéaire, il n'est pas de cause à effet. Vous n'avez pas un mauvais chiffre de croissance qui va immédiatement se retranscrire dans la bourse. Donc en fait, vous pouvez avoir des marchés financiers, une de leurs fonctions, c'est d'anticiper. Donc vous pouvez avoir des décalages qui sont parfois très importants, très conséquents, entre des évolutions économiques et leur traduction sur le plan des prix boursiers. Les experts financiers nous annonçaient une année 2018 volatile. En fait, elle a été très calme pendant quasiment 3 trimestres. Et puis, on a vécu un dernier trimestre qui a été très mauvais. Que s'est-il passé ? Alors, 2017 avait été une très bonne année avec un sentiment extrêmement optimiste. Et l'année 2018 a commencé sur cette base un peu optimiste. Et tout au long de l'année, petit à petit, les nuages ont commencé à s'accumuler, qui ont expliqué finalement que les marchés craquent un peu à la fin de l'année. Alors les nuages, c'était quoi ? Alors plusieurs facteurs. Le premier, c'est probablement les banques centrales. Les banques centrales, il ne faut pas oublier que ça a été peut-être le moteur, le facteur principal du soutien des marchés financiers depuis maintenant presque une dizaine d'années. Et depuis, disons, 2-3 ans, les banques centrales ont commencé à considérer que l'activité s'était normalisée, qu'elles devaient donc normaliser progressivement leur politique monétaire, qu'elles ont commencé à faire. Celle qui a été le plus loin, c'est la Réserve fédérale américaine, puisqu'elle a commencé à remonter, non seulement à arrêter d'acheter des titres, donc à stopper ce qu'on appelle le quantitative easing, mais également à remonter le niveau de ses taux d'intérêt. Et petit à petit, ça a infusé dans le marché et ça a constitué un facteur de soutien qui s'est mis à disparaître petit à petit. Donc ça, c'est le premier nuage. Quels ont été les autres nuages ? Alors le deuxième, ce sont les questions quand même assez fondamentales. La question fondamentale qui consiste à dire qu'aujourd'hui, on commence à observer un mouvement de contestation quand même relativement puissant du modèle de développement économique dominant depuis plusieurs décennies. Ce qu'on peut appeler, pour résumer les choses, le modèle de marché libre-échangiste. Et on voit que l'élection de Donald Trump, le Brexit, l'opposition commerciale entre la Chine et les États-Unis, mais aussi les gilets jaunes, le trait d'union de tous ces événements qui génèrent de l'anxiété, mais sur les marchés, mais de manière plus générale, en fait, on voit que derrière tout ça, commence à émerger la contestation d'un modèle de développement qui ne satisfait plus au plus grand nombre. Et ça commence assez logiquement à se faire sentir dans l'activité économique. Et en fin d'année, on a commencé à voir apparaître un certain nombre de signes qui montraient que l'activité commençait à ralentir. Alors, on va prendre un certain nombre de dossiers. Vous me répondez en quelques mots. J'ai beaucoup entendu parler du conflit commercial entre les États-Unis et la Chine. Est-ce qu'on doit le limiter à un simple conflit commercial ? Non, pas du tout. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, le conflit entre les États-Unis et la Chine, ce n'est pas du tout uniquement une histoire de balance commerciale. Je pense que les États-Unis ont très bien perçu la volonté chinoise de devenir une puissance dominante à moyen terme, et que les États-Unis se sentent menacés stratégiquement, puisque jusqu'à présent, c'est eux qui détenaient cette place de puissance dominante. Donc je pense que ce conflit, en fait, il va nous accompagner pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Est-ce que Trump est fou avec ses tweets ? Trump, non, je pense que Trump n'est pas du tout fou. Je pense qu'il faut prendre Trump tout à fait au sérieux. En revanche, il a une personnalité très particulière, une manière de faire très, très spécifique, mais il n'est pas... Non, je pense que c'est une grosse erreur de penser que Trump est fou. C'est à tel point qu'en fait, on voit bien qu'il est en train d'exprimer un certain nombre de choses qui peuvent être considérées comme des problèmes réels. Depuis des années, on nous dit que l'Europe est sous-valorisée par rapport au marché américain et qu'il va y avoir un effet de rattrapage. Cette année, elle baisse plus que le marché américain. Pourquoi les investisseurs ne veulent pas de l'Europe ? Alors effectivement, l'Europe, sur le plan de la valorisation, c'est effectivement un marché qui globalement est bon marché.
Mais on peut dire qu'il est bon marché depuis effectivement un certain temps, puisque chaque année, les stratégistes disent ça va être l'année de l'Europe, parce qu'il doit y avoir un rattrapage, parce que c'est pas cher, etc. Et puis que chaque année, ça ne vient pas. Donc je pense qu'il y a d'abord un vrai phénomène psychologique, c'est que les investisseurs internationaux, effectivement, ne veulent pas, sont très réticents à investir en Europe, parce que leur image de l'Europe est très mauvaise, et pensent que, en gros, l'Europe, c'est une espèce d'institutions qui ne fonctionnent pas et pour lesquelles on ne voit pas comment les choses fonctionneraient. Il faut bien dire que les événements de ces derniers mois, que ce soit le Brexit, ce qui se passe en Italie ou même ce qui se passe en France depuis quelques mois, peut avoir tendance à leur donner raison. Donc c'est un premier facteur, une mauvaise perception du fonctionnement de l'Europe et de ses perspectives à moyen terme. Un deuxième facteur explicatif plus microéconomique, c'est qu'en Europe, malheureusement, nous n'avons pas sur les marchés un certain nombre de sociétés qui bénéficient de niveaux de croissance extrêmement attractifs comme Google, Amazon, Facebook et quelques autres. Donc voilà, en Europe, on n'a pas ces sociétés-là. Est-ce que ces sociétés-là, qui ont été une chance pour les États-Unis, ne peuvent pas être aujourd'hui un risque? On a vu notamment les déceptions sur les résultats d'Apple. On voit certains qui disent, mais finalement, ces boîtes deviennent trop grosses, il va falloir penser à les démanteler. Quelle est votre position là-dessus? Alors, effectivement, je pense qu'il y a sur ces sociétés-là, il y a deux risques principaux. Le premier, c'est celui qu'on retrouve dans l'adage boursier qui dit que les arbres ne montent pas au ciel. C'est qu'à un moment, une société, ça se valorise, et dans le cours de bourse, vous avez des perspectives. Donc à un moment, même une société qui arrive à croître sur un rythme de 30, 40, voire 50% par an, si dans son cours de bourse, vous avez des perspectives qui, à un moment, deviennent trop optimistes, et que la réalité ne les confirme pas, à un moment ou à un autre, la valorisation s'ajuste. Donc à un moment, ces sociétés-là ont été trop richement valorisées, ça a commencé à s'ajuster, et le risque que ça continue n'est pas nul. Deuxième risque, c'est celui que vous évoquiez, c'est qu'effectivement, ces sociétés posent tout un tas de questions sur le développement économique et social de nos sociétés. Et il n'est pas impossible qu'un jour, les pouvoirs publics veuillent s'en emparer. Prenons le sujet simple et que tout le monde comprend d'Amazon et de l'impact que peut avoir Amazon de manière positive sur nos habitudes de consommateurs, mais aussi de manière négative sur tout le système de distribution. Voilà, donc il se pourrait très bien qu'un jour, si ces sociétés acquièrent un pouvoir de marché, une position dominante trop importante, les pouvoirs publics veuillent réguler. L'année 2019 sera marquée par tout un tas d'événements imprévisibles, donc nous n'en parlerons pas. Voilà. Dans ce qui est prévisible, il y a quoi ? Ce qu'il y a de prévisible, non, ce que l'on sait, c'est tous les sujets qui sont réglés. Alors une chose très importante, c'est qu'aujourd'hui, on a vu, et c'était une des raisons de la baisse des marchés en fin d'année, c'est que l'activité commence à ralentir. Donc elle a ralenti en Europe depuis quelques mois, en Chine également de manière relativement conséquente, et également aux États-Unis. Donc une vraie question qui se pose, c'est ce ralentissement. Est-ce que c'est simplement la convergence de l'activité vers ce qu'on appelle la croissance potentielle, qui n'est pas très élevée aujourd'hui? Et donc, voilà, on serait en train de prendre acte et de se rappeler que l'activité en rythme de croisière n'est pas très élevée dans le monde, mais si c'est ça, c'est pas si grave que ça. Ou alors, ce serait quelque chose de plus négatif, où l'activité commencerait à s'engager sur une trajectoire négative, où un certain nombre d'éléments seraient susceptibles de s'auto-accumuler les uns avec les autres pour déboucher sur une vraie récession. Quel impact peuvent avoir les éléments politiques européens? Je pense à la fois au Brexit et aux élections européennes qui auront lieu au mois de mai. Aujourd'hui, on voit que les perspectives des actifs financiers, des marchés, l'ensemble des marchés financiers et des marchés actions en particulier, ne sont pas uniquement déterminés par des facteurs économiques et financiers, mais que les facteurs politiques aujourd'hui sont très importants dans les perspectives des marchés. Donc c'est vrai pour ce qui se passe en Europe, parce qu'en Europe, il y a plein de questions qui se posent, et aujourd'hui, la situation n'est pas forcément très, très, très brillante. Mais c'est également vrai pour ce qui se passe aux États-Unis, pour les rapports entre la Chine et les États-Unis. Donc je pense que de ce qui va se passer sur le plan politique, mais pas uniquement en Europe, dépendra une partie de la trajectoire des marchés financiers de 2019. Ok, je vais vous poser ma dernière question avec un grand sourire.
Est-ce qu'il y a des raisons d'espérer? Par définition, bien sûr. Donc, restons optimistes. Ouais. Et pour nous, je pense qu'une des raisons d'espérer, c'est que sur le plan de l'investissement, c'est que nous aimons bien les périodes un peu chahutées, parce que ça nous donne des opportunités d'investissement. Donc, d'une certaine manière, on aborde ces périodes un petit peu compliquées de manière relativement optimiste, en sachant que ça pourrait nous amener à faire de bonnes affaires pour nos fonds et nos clients. Alors pour résumer, si j'ai bien compris, vous nous avez dit que oui, il y avait un lien entre l'économie et la bourse, mais que ce n'était pas au jour le jour que ça se retrouvait à long terme, et ce qui justifie la logique d'un investissement à long terme en bourse. Oui, il fallait sélectionner les boîtes et que l'environnement était malgré tout aujourd'hui excessivement complexe, avec notamment des inquiétudes sur ce qui se passe sur l'activité, et que votre rôle, c'est d'être vigilant sur tout ça. Philippe de Surmont, je vous remercie. Merci.